quelles étaient vos propositions en matière de réduction du diesel. Et par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions de Madame Bateau, notre collègue, qui vient de rendre public les résultats d'une mission d'information et qui demande un alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, y compris dans les voitures d'entreprise. Vous auriez pu ajouter aussi que j'étais aussi le Premier ministre qui avait imaginé la taxe sur les poids lourds que la gauche a supprimée. Oui, enfin, vous avez renoncé aussi à la taxe carbone en 2010 oui. Au lendemain de votre échec des régionales. Et je souhaite une politique énergétique qui soit avec un objectif de zéro électricité en production d'origine fossile. Mais on pourra peut-être en reparler. On va en parler parce que dans les conditions, avec ce que vous proposez dans votre programme, 0% d'électricité non fossile, oui, c'est impossible à réaliser avec notamment votre proposition sur le nucléaire. C'est possible avec le nucléaire, mais bon. On verra. Et les énergies renouvelables. Ceci étant, la question du diesel, elle est posée, donc je suis extrêmement sensible aux remarques que vous faites et aux risques que cela présente. Mais je ne pense pas que ça soit seulement une question de fiscalité, car il ne vous a pas échappé aussi que les études récentes montrent que les moteurs à essence, dont on a réduit la taille pour des raisons d'économie d'énergie, produisent aujourd'hui, avec le système d'injection, des particules qu'ils ne produisaient pas il y a quelques temps. Donc il y a une dégradation aussi s'agissant des moteurs à essence. Donc je pense qu'il faut vraiment, peut-être qu'il faut aligner les fiscalités, je suis prêt à en discuter, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Et qu'il faut vraiment mettre le paquet sur l'évolution des transports, des automobiles, les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène, les moteurs les plus propres possibles. Et c'est en même temps un enjeu de santé publique et c'est un enjeu économique. Tout à l'heure, j'ai évoqué cette industrie automobile qui est quand même une source d'emploi très importante pour les économies européennes et qui risque demain d'échapper complètement. Vous dites aligner la fiscalité, pourquoi pas aligner la fiscalité, j'entends ce que dit M. Fillon sur l'automobile, mais la réponse n'appartient pas qu'à l'automobile. C'est la question des mobilités, la question de l'usage de la voiture. Et la réalité devant laquelle nous sommes, c'est que nous savons l'un et l'autre que dans l'industrie automobile, aujourd'hui, il y a sans doute dans le monde 4 à 5 constructeurs de trop. Donc gouverner, c'est prévoir. Bien sûr. Donc comment comptez-vous, non pas simplement par la fiscalité, mais par des politiques publiques qui facilitent les mobilités différentes, que ce soit les transports collectifs, les circulations à bicyclette, les circulations à pied et autres modes de transport. Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été décidé par la ville de Paris, qui consiste à fermer les voies sur berge, qui avant 70, avant que Pompidou nous dise la ville doit s'adapter à la voiture, était livrée aux piétons? Est-ce que vous pensez la ville de Paris est très très en retard par rapport à beaucoup d'autres villes. J'ai juste demandé à la suite de Mme Pécresse qu'on fasse une étude pour savoir si la fermeture des voies sur berge se traduisait par moins de pollution ou par plus de pollution. Parce que quand on regarde le volume d'embouteillage que cette décision a causé, des temps de transport qui sont quasiment multipliés par 2, je ne sais pas quel est le bilan. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait un bilan qui soit fait et qu'à partir de ce bilan, on puisse prendre des décisions. C'est trop tôt pour faire un bilan, vous le savez. Sûrement. Il faut quand même être un peu raisonnable. Les transports, je pense l'idée qu'il n'y a que les transports collectifs qui vont permettre de sortir. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça, mais c'était un peu quand même le. Est-ce que vous avez, par exemple imaginé des péages urbains? Est-ce que vous cautionnez par exemple ce que font? Mettre le paquet sur la recherche, sur l'innovation, sur la recherche et l'innovation aujourd'hui. Les investissements d'avenir permettent des moteurs propres, des moteurs électriques, des voitures automatiques, etc. Vous êtes au cœur des problèmes de l'énergie. Oui. Bon, alors aujourd'hui, selon vous, la recherche et développement, elle est consacrée en termes d'énergie à quelle énergie principalement? Aujourd'hui, elle va beaucoup sur le nucléaire. À combien? Quel pourcentage? Je n'ai pas le 85%, M. Fillon. 85% pour le nucléaire. Comment pouvez-vous d'un côté nous dire qu'il faut maintenir le nucléaire et développer les énergies renouvelables? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maintenir le nucléaire pour une raison simple, c'est que si on ne maintient pas le nucléaire dans un pays comme le nôtre, les rejets de CO2 vont augmenter. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. La loi de transition énergétique qui prévoit de passer dans un délai assez court à 50% de production d'électricité d'origine nucléaire se traduira mécaniquement par une augmentation des rejets de CO2. Donc moi, je ne suis pas favorable à cette politique-là. Ce que je propose, c'est qu'on mette vraiment le paquet sur la construction d'une filière française de l'industrie des énergies renouvelables et qu'on le fasse en conservant
l'investissement nucléaire que nous avons fait, en le modernisant suffisamment pour que sa durée de vie et les questions de sécurité soient assurées. Et que la priorité, ça soit la suppression des énergies fossiles. D'accord ou pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, parce que c'est une présentation, c'est sa présentation de M. Fillon que je peux comprendre, mais quand je lis son programme, et notamment la partie qui est consacrée à l'énergie, il nous explique qu'il faut arrêter de nous fixer des objectifs chiffrés pour les énergies renouvelables et qu'il faut laisser fonctionner le marché. Oui. Ça ne pourra pas fonctionner. Regardez par exemple ce que font des pays. Je sais que vous allez me dire, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, donc il y a plus de charbon, ce qui n'est pas vrai. C'est le même, le lignite et le charbon est toujours dans la même proportion, c'est-à-dire 42,5%. Mais les énergies renouvelables, parce qu'il y a une volonté politique en Allemagne, c'est 32,5% de l'électricité. En France, vous étiez engagé avec le Grenelle de l'environnement pour en faire 23% d'ici 2020. On en est à 14%. On est le 16e pays. Donc ne venez pas me dire qu'en maintenant le nucléaire, dont nous savons qu'il est fragile, l'autorité de sûreté nucléaire nous l'a expliqué, vous voulez allonger de 50 à 60 ans les centrales nucléaires. C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui le propose. Non, elle dit qu'il faut faire très attention. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 30 réacteurs qui ne fonctionnent pas bien dans le pays sur 58. Ça coûte 100 milliards d'euros. Donc moi, j'attends que vous m'expliquiez comment vous pouvez faire. D'origine nucléaire aujourd'hui, c'est en gros autour de 8 euros le kilowattheure. Quand l'électricité, c'est plutôt 5 euros, pardon, le kilowattheure. Quand l'électricité d'origine solaire ou éolienne, c'est entre 8 et 12. Monsieur Fillon, juste une seconde. Il y a quand même une contrainte, c'est que l'économie dépend aussi de l'énergie, et que moi je ne veux pas qu'il y ait une augmentation violente des coûts de l'énergie, parce que ça se traduira en termes de perte d'emploi. Mais vous savez très bien que l'électricité va augmenter d'une manière considérable, ne serait-ce que par les questions de management financier d'EDF. Et par rapport à ses engagements, l'EPR de Flamanville, il est passé de 3 milliards à 10 milliards. Celui qu'on tente de construire en Finlande depuis des années, il a été multiplié par 3. C'est 24 milliards à Hinkley Point en Grande-Bretagne. Donc vous ne pouvez pas nous dire que l'électricité d'origine nucléaire sera moins chère, d'autant que vous n'intégrez pas dans le prix, vous n'intégrez pas le coût des déchets qui peuvent durer des centaines de milliers d'années. Alors, le coût des démantèlements des centrales nucléaires. Sur le coût du nucléaire. Le coût du démantèlement. Sur le coût des déchets, on est en train de mettre en œuvre des politiques que vous combattez d'ailleurs avec beaucoup d'énergie, d'enfouissement, de stockage, etc. Bon, c'est un désaccord très irréductible entre M. Mamère et moi. Je considère que l'énergie nucléaire a apporté beaucoup à notre pays. Depuis 40 ans, elle fonctionne à la satisfaction des Français. Il y a eu un investissement considérable des Français. Elle est très sûre. On a l'autorité de sûreté nucléaire, sans doute la plus rigoureuse, ou en tout cas une des plus rigoureuses sur la planète. Donc je propose non pas qu'on mise tout sur le nucléaire. Je fais partie de ceux qui pensent que dans 40 ou 50 ans, il y aura d'autres alternatives au nucléaire qui seront pour une part des énergies renouvelables, pour une part peut-être des évolutions du nucléaire, mais je ne veux pas qu'on sacrifie cet investissement qui aujourd'hui produit de l'électricité, qui est un avantage compétitif pour la France, pour des raisons assez largement idéologique, puisque au fond ça fonctionne et ça produit de l'électricité. Un dernier point. Non, c'est pas de l'idéologie. C'est d'abord Fukushima, Tchernobyl nous ont montré que lorsqu'il y a un accident, ça peut être très grave. À côté de chez moi, à Bègles, puisque je suis maire et que je suis en ma fonction de maire ce soir, il y a une centrale que l'on surnomme Tchernobyl, qui est à Blaye. En 1999, il y a eu une grande tempête, comme vous le savez, et le préfet avait téléphoné à mon collègue Juppé, maire de Bordeaux. Monsieur le maire, il est possible que nous soyons obligés d'évacuer la population de Bordeaux, puisqu'on était proche d'une alerte de niveau 3. Il n'y a pas une centrale nucléaire à moins de 75 km, à plus de 75 km d'une grande ville dans ce pays. Donc on court des risques considérables. Mais je voulais vous poser une question. Vous dites, l'énergie nucléaire, c'est la garantie de notre indépendance énergétique. Aujourd'hui. Mais c'est une contre-vérité. Pourquoi ? D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part du nucléaire dans toutes les énergies que nous consommons en France ? La part de l'électricité nucléaire. Oui, c'est 80%. Non, c'est 17% de l'énergie finale que nous consommons. De l'ensemble. De l'ensemble des énergies que nous consommons. C'est 17%. C'est donc très minime par rapport sur l'électricité, c'est 85%. Laissez-moi terminer ma démonstration. Si on veut passer de 85 par rapport aux 72,5% qui sont liés au pétrole, qui sont liés au charbon, qui sont liés au gaz. Donc, le nucléaire, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas les ingénieurs du nucléaire, ça se fait avec de l'uranium. L'uranium, il n'y en a pas en France. Ça implique, par exemple, qu'on ait soutenu des régimes insupportables,
comme au Niger, où qu'on soit dépendant de régimes dictatoriaux. Enfin, c'est pas une indépendance énergétique. Oui, enfin, c'est une indépendance énergétique dans la mesure où on est moins dépendant des importations de pétrole qui nous ont aussi conduit à soutenir des régimes. Oui, mais vous êtes dépendant des importations d'uranium et de la transformation. Il y a de l'uranium dans beaucoup de régions du monde, on a des contrats avec beaucoup de pays du monde, et donc on est tout à fait capable de gérer pendant les 40 ou 50 ans qui viennent notre ressource en uranium.